Bienvenue sur le plateau de la Biomime Expo Digital Week sur cette multi-quotidienne parce qu'on se retrouve plusieurs fois par jour pour parler de biomimétisme tout au long de cette semaine un peu folle, tout au long de ce festival du biomimétisme. Et donc aujourd'hui, mercredi 9 décembre, nous sommes sur l'architecture, la ville, la façon de concevoir notre habitat d'espèces qui lui-même d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, doit s'ouvrir aux autres espèces. On va parler de la façon dont on doit aussi à un moment donné bâtir cette ville, la construire, l'équiper. Et donc très heureux de cette séquence de 14h30 à 16h qui va nous permettre d'aborder ce sujet, bâtir et construire vers une nouvelle approche bio-inspirée. Vous verrez que c'est multi-échelle, qu'on peut le concevoir à l'échelle du territoire avec les notions de réintégration de biodiversité, mais qu'il y a aussi plein d'innovations bio-inspirées du point de vue industriel qui peuvent venir contribuer à cette façon de bâtir et construire nos villes de demain. Merci beaucoup. On a un très beau plateau, comme d'habitude. On a beaucoup de chance pour cette semaine Biomime Expo. On a un très beau plateau pour parler de ça. Je propose qu'on ouvre le canal de nos amis en duplex vidéo pour qu'ils nous disent bonjour. Bonjour, alors je vous présente celui qui vient de lever la main en haut à droite, c'est Philippe Clergeau, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, mais également consultant en biodiversité urbaine et urbanisme écologique. On ouvrira le bal dans une seconde avec Philippe Clergeau. À la gauche en haut, Olivier Lemoine. Élan, merci Olivier d'être avec nous, directeur biodiversité chez Élan. En dessous d'Olivier, Clément Théry de chez Ogic. Merci Clément d'être avec nous, directeur de l'innovation et membre du COMEX Ogic. Vient de nous rejoindre, j'ai vu arriver à l'écran Nicolas Vernutello, architecte qui est en Afrique quelque part. Peut-être va-t-il nous parler d'une église. Peut-être es-tu du côté de Nianing au Sénégal, je ne sais pas. Je dis ça par hasard. Je te dirai tout ça plus tard. D'accord, merci. Et merci beaucoup Annette Esnofilé, chef de projet chez Soletange Bachy, qui nous parlera de certaines bactéries, notamment, pas uniquement, mais notamment, vous verrez, c'est très étonnant. Et j'ai la chance de ne pas être tout seul en plateau, parce que j'ai à ma gauche Sidney Rostand du cabinet Bioxégie, qui nous parlera de quelque chose, vous verrez tout à l'heure, avec un acteur qui aussi façonne la ville et les transports dans la ville. Et puis à ma droite, Éric Guillemin de Waevera, de AMS R&D Waevera. Bonjour Eric, et qui nous parlera, lui, de la force motrice de l'ondulation pour transporter notamment des fluides dans des bâtiments, parce que finalement, il y a aussi beaucoup de choses il n'y a pas que nous qui bougeons dans la ville, on a aussi beaucoup de fluides à faire bouger dans les bâtiments. Donc vous voyez, on va être multi-échelle, on va aborder différents sujets. C'est aussi ça, le biomimétisme, être très pluridisciplinaire. Et en propos introductifs, on a demandé à Philippe Clergeau de nous poser un petit peu les bases de ce qui doit alimenter notre réflexion, notamment à l'échelle de la réintégration de la biodiversité en ville. Et pour ça, je voudrais rappeler deux ouvrages. Je ne me trompe pas, Philippe. Un ouvrage sous ta direction, donc probablement un ouvrage collectif, urbanisme et biodiversité, extrêmement détaillé, riche, et un fascicule qui s'appelle Manifeste pour la ville biodiversitaire. Alors, on aime beaucoup cette façon de poser les choses, la ville biodiversitaire, et on va commencer par une demande en définition. Merci Philippe Clergeau. Oui, bonjour à tout le monde. Alors effectivement, c'est un terme qui est ambitieux et qui dépasse le verdissement classique qu'on fait. Alors, je vais être un peu court, quitte à effectivement à reparler après et intervenir peut-être au cours de la table ronde. L'idée très forte, c'est de végétaliser la ville. Ça nous rend plein de services. Je pense que plusieurs des participants parleront des services écosystémiques, services écologiques. Ça, c'est assez indispensable. Et qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? C'est qu'on réutilise des fonctionnements de la nature pour nous rendre service à nous, citadins.
par exemple, deux exemples, il y en a plein, hein, et deux exemples. On sait que voilà, les arbres stockent le carbone, donc plus on mettra d'arbres, plus on participe aussi à une forme de stockage de carbone dans la ville. Et puis aujourd'hui, des choses très importantes comme le rafraîchissement. On sait que voilà, par l'évapotranspiration, on a un rafraîchissement de la ville au fur et à mesure qu'on plante. Donc verdir la ville, végétaliser la ville, c'est déjà une forme de bio-inspiration, ça c'est évident, et c'est absolument indispensable à ce que cette ville soit un peu plus vivable. Alors il y a les ambiances, il y a le lien social, je pense qu'il y a pas mal de points qui seront sans doute abordés, et ce, aux différentes échelles. Mais là où l'idée de l'écologue, c'est d'aller plus loin que de verdir, c'est de se rapprocher des fonctionnements écosystémiques, des écosystèmes, de cette biodiversité. La biodiversité, c'est pas que avoir plein d'espèces, hein. La biodiversité, c'est avoir une diversité d'espèces mais qui sont en cohérence, qui ont des relations entre elles, qui fonctionnent entre elles. Et c'est ça qui est le message important que moi, j'ai envie de faire passer. C'est continuons à verdir la ville, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, on est beaucoup sur des monocultures. Alors, l'exemple que je prends très souvent, c'est le platane, hein. On peut pas faire mieux comme arbre dans la ville. Le platane, il supporte tout, il est parfait. Seulement, c'est une monoculture, donc très fragile. Parce que, comme toute monoculture, ça demande une gestion un peu particulière. Et s'il y a un accident sanitaire, ce qui va sans doute lui arriver bientôt, comme ça a été le cas de l'orme dans les années 60-70, on va avoir une disparition de la plupart des arbres de notre ville. Donc ça, c'est pas possible. Et la ville, donc un des propos de cette ville biodiversitaire, de cette ville qui s'inspirerait de la biodiversité à toutes les échelles, c'est vraiment de prendre en compte ce fonctionnement et cette organisation entre les espèces. Merci Philippe. Je rebondis juste une seconde. Ça veut dire que c'est nous inviter à peut-être ne pas reproduire d'autres erreurs qu'on a pu réaliser dans d'autres domaines, cette idée de diversité dans la réintégration de la nature en ville. Alors, je ne sais pas si on peut parler que d'erreurs, hein. C'est un peu compliqué en urbanisme et en architecture. Alors, si je fais une parenthèse très rapide, le problème qu'on a en architecture et en urbanisme, c'est qu'elle ne se remet pas en question. C'est que c'est typiquement des productions qui ne sont pas suivies dans le temps d'analyse, de choses comme ça, ou très très peu. Et donc, du coup, voilà, c'est ça, les erreurs ont du mal à émerger. Mais pour répondre plus à ta question, je pense que l'idée forte, elle est que cette biodiversité puisse s'installer progressivement. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire brusquement de la nature en ville, comme elle est peut-être dans la forêt ou au bord d'un fleuve ou autre chose, mais qu'elle progressivement, elle s'intègre dans ce qu'on a aujourd'hui comme diversité horticole, qui est essentielle, hein, bien évidemment, pour d'autres raisons. Et donc, du coup, il y a aussi une notion de stratégie qui est très importante, me semble-t-il. Et est-ce que tu as le sentiment que on est quand même dans la bonne direction? Est-ce que des écologues sont davantage associés au projet de verdissement? Effectivement, il y a beaucoup de termes: verdissement, réintégration de nature en ville, ensauvagement, de temps en temps, on entend parler aussi de cela. Est-ce qu'on est quand même sur la bonne direction, ou est-ce que tu estimes qu'il y a énormément de chemin à parcourir? Alors, on peut être positif en disant qu'effectivement, par rapport à moi, ça fait 20-25 ans que je travaille sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ça bouge sérieusement. Hein, je pense que les discours sont là. Je pense que la plupart des grands opérateurs en sont conscients. Mais bon, faut être c'est objectif aussi, hein, en tant que scientifique. Je regarde les choses. Aujourd'hui, c'est présent dans tous les discours et on a encore beaucoup de concepteurs et de conceptions qui sont très très loin d'une prise en compte sérieuse. Alors quand je parle de prise en compte sérieuse, c'est pas simplement de mettre de la végétalisation sur une toiture. Ça veut dire dans la conception d'être capable dès l'origine, tout en amont du projet, hein, de prendre en compte les flux d'espèces, les flux d'eau, la géographie, etc. Alors ça semble complètement évident pour tout le monde, mais aujourd'hui, très clairement, hein, je travaille sur plusieurs gros projets en ce moment, et notamment dans le Grand Paris, on en est très loin. Aujourd'hui, on continue aujourd'hui à avoir des approches un peu ce qu'on appelait dans le temps la table rase. On va mettre nos bâtiments et nos voiries, et puis après, on va mettre un peu de décoration autour. Alors évidemment, je suis un peu extrême. Je pense bien que mes collègues autour de la table vont nuancer fortement mon propos parce que ça bouge, mais il faudrait qu'on aille plus loin, quoi. Oui, on va ouvrir la conversation évidemment dans une minute. On reste avec toi quand même un instant.
Au moment où on conçoit, où on est en amont d'un nouvel espace, on entend bien ce que tu dis en matière de concertation et de réintégration de tout cela. Mais est-ce que c'est également possible de l'appliquer quand on est sur des espaces déjà bâtis? Est-ce qu'on peut réintégrer de la biodiversité et de la nature en ville sans faire table rase et partant d'un espace vierge sur un nouveau quartier, sur un nouveau projet? Oui, tout à fait. Alors, je vais donner peut-être quelques exemples. C'est le moment peut-être d'illustrer ça. Moi, j'ai des thésards qui travaillent aujourd'hui sur ce qu'on appelle, nous, des néo-écosystèmes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une forêt. La forêt urbaine, ça ne veut rien dire. Hein. On va essayer de se rapprocher d'un fonctionnement forestier. On va essayer de se rapprocher d'un fonctionnement de landes ou d'un urbanisme qui tienne mieux en compte les gestions de l'eau et l'organisation des différents systèmes. Alors, je pourrais prendre, pour illustrer, pour être un peu pas trop long non plus, et pour montrer que ça existe quand même, juste deux points, deux exemples. Le premier, alors première diapositive, ça serait, c'est un exemple qui est bien connu maintenant, hein, c'est celui de Boulogne-Billancourt. Je pense que c'est un des premiers architectes qui a vraiment une réflexion poussée sur les façades, hein, c'est Chartier d'Alix. Alors non seulement ça, c'est un petit bout, on voit un petit bout de l'école de la biodiversité, d'ailleurs elle s'appelle, à Boulogne-Billancourt, qui est quelque chose de neuf dans un quartier qui existait. Toute la toiture est végétalisée, j'interviens pas dessus parce que c'est quelque chose qui est bien connu maintenant et ça on sait assez bien faire, mais qui a une réflexion tout à fait nouvelle et poussée sur ce que pourrait être une façade biodiversitaire. Et donc, du coup, avec alors, force béton, hein, on est en train de travailler dessus. Et là, aujourd'hui, j'ai une thèse avec Chartier d'Alix sur ce thème-là, sur les nouvelles façades biodiversitaires. Mais c'est comment est-ce qu'on peut effectivement accueillir plus d'espèces spontanées, notamment que ce soit des insectes ou que ce soit des végétaux surtout. Et puis, donc ça, c'est une échelle. Donc ça, c'est l'échelle de l'architecture. Mais je pense que, voilà, X, que je connais bien aussi, parce que j'ai travaillé aussi avec Anouk et des gens comme ça, ont des démarches déjà qui existent pas mal à ce niveau-là. Mais autrement, il y a l'échelle globale et c'est celle-là où on a le plus de mal aujourd'hui à travailler. Donc la diapositive suivante, c'est juste pour vous montrer comment effectivement on a des noyaux d'habitat, hein, nous on appelle ça des noyaux d'habitat, des réservoirs de biodiversité, et les espèces, elles circulent d'un noyau à l'autre en passant par des corridors. Et ça, on a super bien montré ça en campagne, en zone rurale, ça existe, ça fonctionne vraiment comme ça. Et ce qu'on s'est posé comme question scientifique, c'est est-ce qu'on peut appliquer ça à la ville? Donc du coup, la première idée, c'était, donc c'est la photo qui est en haut à droite, c'était de regarder un petit peu ces vieux lotissements avec plein d'arbres. On s'est dit, mais c'est typiquement du pas japonais, des corridors discontinus, mais il y a quand même des formes de continuité. Et on l'a testé, ça. On a fait des analyses d'animaux, surtout sur des petites espèces, et on voit bien que les animaux se déplacent bien d'un jardin à l'autre. Et aujourd'hui, eh ben, la réflexion, c'est de dire faisons des plans de trames vertes et bleues au niveau des collectivités. Et c'est l'exemple, alors bon, il y en a plusieurs, hein, évidemment, sur lequel j'ai travaillé, mais c'est l'exemple qui est en bas à droite, c'est sur la trame verte et bleue que je suis en train d'essayer de mettre en place sur Gennevilliers, hein, avec la municipalité, et en prenant en compte aussi des organisations, des successions ou des proximités possibles d'espaces verts. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une petite photo après qui montre que sur Paris, on a déjà des formes qui existent, qui sont très intéressantes. C'est la coulée verte, hein, qu'il y a dans le sud de Paris, qui est très plantée et où on a quand même du fait de l'organisation en plusieurs strates, on reviendra sans doute peut-être sur des techniques comme ça, qui se rapprochent de ce qu'on a dans la nature, qui permettent aussi à un nombre important d'espèces de venir s'installer. Donc voilà, c'est quelques exemples à deux échelles différentes qui montrent que on a aussi des pistes pour pouvoir aller effectivement de façon un peu plus concrète sur cette installation de biodiversité dans la ville, sachant que aujourd'hui le challenge, c'est de sortir de l'architecture pour effectivement aller vers un urbanisme. Alors, les travaux qu'on mène avec le CBIO, c'est l'urbanisme régénératif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va se bio-inspirer de fonctionnements plus naturels, mais à l'échelle de l'écosystème. C'est-à-dire on ne va pas calquer quelque chose de simple, on va calquer comment est-ce qu'un système va rendre des services écosystémiques, par exemple, à notre société, aux humains.
Absolument. Merci beaucoup, Philippe. Et Pascal Dalix était venu à Biomexpo 2018 nous présenter cette école maternelle de Boulogne-Billancourt, qui est un bel exemple. Je voudrais me tourner vers Olivier Lemoine. Chacun pourra réagir, évidemment, mais du côté de Elan, groupe Bouygues, mais Elan travaille avec l'ensemble des acteurs de l'immobilier. Parce que, Olivier, toi, tu viens de la biodiversité, comme nous tous d'ailleurs, mais c'est en tout cas ton domaine de compétences. Donc, merci de peut-être apporter un mot complémentaire au propos de Philippe Clergeau. Et avant de... Je sais que tu as quelques diapos. Avant de rentrer dans tes quelques diapos, je voudrais une réaction de ta part et puis peut-être une réaction d'un ou deux autres intervenants à la table ronde. Et ensuite, on reviendra vers toi, s'il te plaît, Olivier. Oh ben, je vais poursuivre directement le propos, mais peut-être en orientant les choses différemment. Mon métier, c'est la nature en ville, mais je ne vais pas vouloir vous parler de nature en ville parce que j'ai envie de dire que ce sujet-là est engagé. Je voudrais qu'on aille plus loin dans le sujet du Biomimexpo, c'est-à-dire le biomimétisme. Philippe l'a évoqué, hein, mais je voudrais juste approfondir un peu. C'est l'idée de dire, allons chercher, y compris dans l'aménagement urbain, l'intelligence de la nature. Et là, c'est pas tout à fait le modèle de je veux avoir... À la limite, on peut tout à fait imaginer qu'une ville très minérale soit conçue comme un système organique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est dans le modèle, on n'est pas forcément dans le verdissement. Et ça me paraît intéressant de traiter les deux sujets à la fois. Si, Olivier, tu as parfaitement raison. C'est vrai que s'inspirer du vivant, c'est pas nécessairement remettre du vivant partout. Ça paraît bizarre à dire, mais on a eu lundi après-midi une émission sur les stratégies territoriales inspirées des écosystèmes naturels. Et ça ne veut pas dire nécessairement remettre de la nature en ville. En revanche, recréer de la biodiversité socio-économique, par exemple, et des interactions, c'est une façon de s'inspirer du vivant pour redonner de la vie à des écosystèmes, et notamment urbains. Peut-être une réaction de Sidney Rostand en plateau. Oui, bonjour. Alors moi, effectivement, j'aurais tendance en fait à être d'accord avec ce que dit Philippe, c'est que c'est très très complexe à faire. Il y a quelques années, quand je me suis lancé chez Bioxégie, je pensais justement que le domaine de l'urbanisme, le domaine de la ville et de la construction allait être le marché le plus facile pour nous. Et en fait, pas du tout. Je pense que ce dont il faut se rendre compte, c'est que quand il y a un projet qui est lancé, c'est une multitude d'acteurs, en fait, une constellation d'acteurs qui doivent décider. Entre le maître d'ouvrage, le contractant en général, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, l'architecte, le bureau d'études, etc. C'est une constellation d'acteurs. Donc ce que nous, on a vu, et je salue Philippe de le souligner parce que c'est vrai, c'est qu'il y a une volonté. Effectivement, il y a une envie de faire du biomimétisme et de réintégrer l'intelligence de la nature ou la nature elle-même au travers de la biodiversité dans la ville. Pour autant, on n'a pas encore collectivement, on n'a pas encore trouvé les clés. Ce que nous, on essaie, la direction dans laquelle on essaye de pousser, c'est celle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je pense que pour moi, ce qui est le plus prometteur à moyen terme, on va dire, c'est d'essayer de donner les clés à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire aux villes, aux collectivités urbaines, d'arriver à on va dire rédiger des cahiers des charges qui soient clairs et affirmatifs dans leur volonté de faire le biomimétisme. Peut-être on va revenir vers toi, Olivier, en passant par Clément Théry, parce que finalement, au GIC, vous êtes un peu au milieu et en interaction avec cet écosystème. C'est votre métier du quotidien depuis des dizaines d'années. Donc peut-être un témoignage sur ce qu'a rappelé Philippe Clergeau et sur cette idée, évidemment, que tout cela évoluera positivement avec des interactions et des symbioses pluridisciplinaires. J'imagine que vous êtes un peu en permanence à essayer de créer ces interactions. Oui, oui. Alors, j'avais en fait essayé de préparer quelque chose autour de essayer de comprendre pourquoi un promoteur immobilier s'intéresse, se réapproprie l'idée de biomimétisme. Et l'idée que je voulais en fait développer, c'est voilà, Oji qui est un promoteur assez emblématique puisque c'est un promoteur de taille moyenne qui fait voilà, en gros 1200, 1300 logements par an et quelques immeubles de bureaux, et qui est surtout de cœur de métropole. Et la question, c'est pourquoi, et qui est en gros, du coup, en fait, un promoteur qui est de taille relativement moyenne, entre 10 et 15e dans les classements. Et du coup, la question, pourquoi c'est un acteur comme Ogic s'intéresse au biomimétisme? Qu'est-ce qu'on y trouve, en fait, en tant qu'acteur de la ville? Et l'idée, en fait, la conviction fondamentale qu'on développe,
c'est que ça permet de faire un pivot extrêmement important, cette notion de biomimétisme. Pivot de quoi à quoi? C'est le pivot l'idée du projet urbain et immobilier qui serait en fait une forme de ponction sur son contexte, une ponction de ressources, une ponction, etc., quelque chose qui soit un poids sur le milieu. Donc ça, ce sera la base de départ. Et ce que permet le biomimétisme, c'est penser différemment et concevoir différemment, c'est penser le projet urbain immobilier comme un activateur de vivant, comme un catalyseur de système ou d'écosystème, et donc de système de relations dynamiques vivants. Et c'est ce pivot-là, qui est un pivot qui est extrêmement difficile à faire, extrêmement difficile à opérationnaliser, mais qui, pour un promoteur, est un enjeu fondamental et qui permet de passer de l'idée un peu, voilà, on a beaucoup de conceptions sur le biomimétisme, sur la nature en ville, mais réussir pour nous à faire ce pivot-là va être un enjeu pour les années futures et qu'on doit préparer dès maintenant. Parce que c'est à partir de là qu'on va réussir, en fait, nous, à rendre acceptable la construction de la ville, notamment au cœur de métropole, et la construction de la ville sur la ville. Donc ce pivot-là, c'est ce qui va, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des remises en question assez fortes, et ce pivot-là, passer de cette notion du projet urbain immobilier comme quoi, un projet urbain immobilier comme activateur, et cette notion, en fait, là, que c'est ça ce que nous permet de faire intellectuellement l'idée de biomimétisme, c'est comme ça qu'on se la réapproprie. Du coup, ça, pour nous, est un enjeu et qui va permettre d'opérationnaliser beaucoup de choses. Voilà, je voulais juste lancer cette idée. Absolument. Merci beaucoup, Clément. C'est important. On est aussi dans des changement culturel, changement d'approche, changement d'échelle. C'est pas évident. Il faut à la fois aujourd'hui aller vite, être innovant, être dans des approches disruptives, j'ai envie de dire massivement disruptives, mais il faut aussi être en capacité à accompagner ce changement, à passer du concept à la réalité. Du côté d'élan, Olivier Lemoine, et on va s'appuyer sur quelques diapos pour éclairer ton propos si tu veux bien. Comment est-ce qu'on réintègre ces nouvelles approches dans vos métiers au quotidien et quelle est ta contribution en tant que directeur de la biodiversité au sein d'Élan pour faire avancer les choses et aussi en même temps que ton éclairage, avoir un petit peu ton avis sur la dynamique. On aime bien à Bioimexpo, mais c'est aussi parce que c'est un grand principe de la vie, on est en évolution permanente, donc on aime bien profiter de vos expériences aussi pour sentir un peu la force et le sens du vent. Alors peut-être un propos conclusif, mais je dis en préalable, c'est que je mets en débat, c'est que pour s'inspirer de la biodiversité, il faut la connaître. Et la biodiversité, c'est éminemment complexe à plein de niveaux d'approche, etc. Et ce travail de transition entre, qui est appelé dans le biomimétisme, hein, il est particulièrement difficile parce qu'il nécessite de faire un grand écart entre la complexité de la biodiversité et la complexité du projet urbain, comme l'a expliqué M. Théry tout de suite. Alors, je vais sur la base peut-être de la première, essayer de vous acculturer sur des exemples de cette connaissance et qui n'est pas justement ce qu'on connaît tous. Si je peux avoir ma première diapo. La première diapo, elle s'appuie, et je vois rien, elle s'appuie, celle-là on peut la passer, elle s'appuie sur l'écologie scientifique. Qu'est-ce que l'écologie scientifique? J'ai eu la chance de travailler avec Robert Barbeau à l'École normale supérieure qui nous disait l'écologie, déjà, c'est une science. C'est une science de la biologie. On l'oublie parfois. Hein. Mais néanmoins, une science se définit par un objet et des méthodes. Quel est l'objet de la science écologie? Et l'objet de la science écologie, c'est tout simplement, attendez, c'est pas simple, structure et fonctionnement des systèmes vivants. Je ne sais pas si vous voyez le petit carré qui est à côté de mon image. L'image, je voulais montrer la complexité un peu du vivant. C'est des équations, c'est une science très, très compliquée, très difficile à modéliser, grande complexité. Mais cette écologie, elle s'intéresse non pas tellement au vivant, à l'individu, à la plante, à l'arbre, mais à l'ensemble des systèmes d'organisation supérieurs à l'individu. Donc déjà, la population, l'organisme, l'écosystème, les grands écosystèmes de la planète. C'est éminemment complexe. Structure et fonctionnement. Ce que je vais essayer de démontrer dans ce petit propos, c'est que nous, chez Élan, en intégrant à côté d'ingénieurs, d'architectes, des écologues, on essaye de fabriquer une intelligence collective un peu différente. Parce que je reste persuadé que, comme c'est mon cas, je me suis imprégné du vivant, j'ai fait des études d'écologie, c'est 35 ans que je travaille sur ces sujets-là, j'ai un regard sur la complexité
un petit peu différents, inspirés notamment par ma formation. Et par exemple, chez Elan, je vais donner un exemple concret, aujourd'hui on travaille sur la réorganisation de l'intelligence collective par du co-design, et on s'aperçoit que l'organisation de nos différentes unités ou l'organisation de notre fonctionnement, c'est pas autre chose que de la structure et des fonctionnements. Et penser l'entreprise en structure et fonctionnement, comme on a pu penser l'écosystème, c'est un mode tout à fait intéressant, notamment qui met l'accent sur les lisières et les interfaces. On peut mettre la diapo suivante, qui est un exemple beaucoup plus simple, que tous connaissent. Néanmoins, je voudrais insister. L'exemple, c'est le cycle de la matière vivante. Tout le monde sait que la photosynthèse, les végétaux, animaux consommateurs, etc., finit dans le sol par se recycler en permanence. Et le sujet que je veux aborder ici, c'est la question de l'économie circulaire. En écologie, on va focaliser cette thématique-là, non pas sur le cycle qui est séduisant, mais sur le sol, puisque tout se fait dans le compartiment sol. Les feuilles qui tombent, c'est la litière, les premiers décomposeurs, les différents grands coléoptères, les vers de terre, etc., jusqu'aux champignons et aux bactéries. Et nous, on s'intéresse, quand on regarde l'économie circulaire, à justement focaliser sur ce compartiment de la restructuration. Et les gens qui travaillent chez nous en économie circulaire ont mis en place, et c'est la concrétisation, un travail sur, je dirais, la base de données des décomposeurs économiques du bâtiment, où on retrouve les différentes matières, les typologies de matériaux, la mise en relation des uns et des autres, toujours l'élément important, la mise en relation, et aussi la territorialisation, l'exemple local. Donc vous voyez, cet exemple du mode de regarder un écosystème en s'appuyant sur le sol peut nous donner un regard différent sur l'économie circulaire. Avant-dernier exemple, c'est la notion de niche écologique. La niche écologique, ce n'est pas une petite maison où on range les espèces, comme la niche du chien. La niche écologique, c'est un concept tout à fait intéressant de focalisation de certaines espèces à certains moments sur des ressources de l'écosystème. Et la photo que vous voyez ici, de forêt, ce n'est pas autre chose qu'un ensemble infini d'espèces de petite taille, qui chacun ont trouvé leur place dans l'écosystème. Certaines, par exemple, et ça va aller vers mon exemple concret, certaines le jour, certaines la nuit. Et nous, on a développé chez Bouygues un concept qui est le bâtiment hybride à économie positive, qui est de dire comment faire en sorte qu'un bâtiment soit mieux utilisé, soit mieux valorisé en termes de mètres carrés, aux différentes, par exemple, périodes. Enfin, l'exemple, si je reprends les nocturnes et les diurnes, c'est l'exemple des parkings la nuit et des parkings le jour, etc. Enfin, par exemple. Et en pensant, là encore, le bâtiment comme un ensemble de niches écologiques emboîtées les unes avec les autres, on peut, c'est parfois un peu métaphorique, hein, mais on peut essayer d'optimiser du mètre créé, de créer de la valeur. Et le dernier, on en parle beaucoup, c'est l'exemple de la résilience. La résilience, d'ailleurs, comme le terme de l'écosystème, j'y reviens, tout le monde maintenant, le terme d'écosystème, c'est-à-dire le pensée systémique, est passé dans le langage courant. La résilience est en train de passer dans le langage courant. Néanmoins, je vais juste m'arrêter sur comment se fait la résilience dans l'écosystème. Vous avez ici un petit schéma qui présente un phénomène biologique formidable, que je ne sais pas si tous connaissent, c'est presque du bon sens, un cours de seconde de biologie, ce qu'on appelle le feedback positif. Il y a un petit cours, on apprend tous ça à l'école, hein, c'est les populations au Canada de lièvres et de lynx et comment ils évoluent dans le temps. Plus il y a de lièvres, plus il y a de lynx, etc. Mais à un moment, les lièvres se mettent à baisser, donc il y a la fertilité des lynx baisse, etc. Et on a un système de régulation super simple et super intelligent qui s'appelle le feedback positif. Et imaginez, alors replacez-vous à la présentation de tout à l'heure, dans un système où on a plein de niches écologiques, où tous les systèmes fonctionnent plus ou moins en feedback positif, on arrive comme ça à avoir très naturellement dans la vie une résilience évidente. La vie est capable de s'auto-réparer, de s'auto-renforcer. Et là, c'est intéressant. Nous, on travaille sur la résilience des bâtiments face au changement climatique. Là encore, on est plus sur le plan de la recherche, du développement, etc. Mais comment trouver dans un bâtiment des systèmes auto-adaptatifs qui sont, par exemple, capables de dépasser les seuils qu'on avait prévus pour eux? C'est ça le principe de la résilience. Merci Olivier. Je m'arrête là, mais je voulais juste, au travers de ces exemples, vous montrer que si on creuse un peu dans le domaine des
des concepts, pour Philippe, il me dira, c'est des concepts très simples, ça, en écologie, hein, c'est la base de l'écologie. Mais il y en a des très compliqués et il y a énormément d'intelligence à aller chercher derrière tout ça. Merci Olivier. Juste une question pour poursuivre, et ça sera la même question pour Clément Théry. Comment est-ce qu'on transfère ça aux métiers, aux équipes chez Elan ou chez Ogic? Comment est-ce qu'on le met en application? Comment est-ce qu'on gagne des compétitions, des concours en appliquant ce type de principe? Voilà, comment est-ce qu'on le transforme en réalité métier? Est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce que vous avez déjà des choses amorcées sur le sujet? Mais comment est-ce qu'on s'approprie ces grands principes de la biodiversité que tu viens rappeler? J'ai une première réponse. Mettez des biologistes, mettez des écologues, mettez des entomologistes. Les entomologistes, c'est les spécialistes d'insectes. C'est un monde hyper compliqué. Est-ce qu'il y a des entomologistes dans les projets urbains? Moi, je fais le pari que la question du vivant est une question peut-être même supérieure à la question du climat parce qu'elle est reliée par la biosphère, et que face à cette prise de conscience, on a un déficit majeur dans toutes les sciences du vivant. C'est-à-dire que les quelques écologues qu'on représente ici et qui sont tout à fait contents d'être ici, hein, n'est-ce pas Philippe? On est content d'être là. Mais on n'a pas toutes les compétences. Et je pense que la solution, c'est de faire de l'hybridation culturelle entre les différentes disciplines, entre les architectes, les biologistes, les ingénieurs, et qu'il n'y a pas assez de biologistes, et en tout cas de toutes les disciplines, d'écologues, de biologistes, de dynamique des populations, d'entomologistes, de spécialistes de l'écologie, de la biosphère, dans les thématiques que nous abordons. Merci Olivier. Une réaction de Clément Théry et Nicolas Vernutello également, en tant qu'architecte et qui fait partie évidemment de cet écosystème. C'est intéressant de savoir comment on met en application ces grands principes. Clément Théry, merci. Alors oui, je commence ou je commence? Ok. Afficher, je crois que tu as une diapo pour illustrer ton propos. C'est ça. Veux. Alors c'est justement en fait cette diapo, je l'ai mise. Vous allez voir, elle est justement, elle illustre comment on est en train d'essayer de passer de la notion de verdissement à la notion que je vais évoquer de cette idée de faire du projet comme un activateur du vivant. C'est-à-dire que ce que je vous montre comme diapositive là, qui apparaît sur votre écran, justement, finalement, elle date d'un mode de réflexion qui, aujourd'hui, en fait, en gros, on a déjà fait un pas de plus quand on a commencé à s'intéresser au biomimétisme. Donc, c'est aussi pour ça, et c'est par rapport à ce que disait Philippe Clergeau tout à l'heure sur la notion de verdissement versus la notion de biodiversité, puis ensuite le développement vers le biomimétisme. Alors, l'idée que je voulais développer, c'est donc, voilà, vous avez compris, pour nous, il y a quelque chose d'assez fondamental qui se joue dans le biomimétisme, qui nous permet de passer d'un projet qui serait une ponction sur un milieu, sur des ressources, etc., à un projet immobilier et urbain qui soit un activateur de systèmes et de relations vivantes entre des vivants humains, des vivants non humains et du coup les ressources qui sont dans ce milieu. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est fondamental. Et comment le biomimétisme nous permet ça? Par quelle chose? C'est en fait en transformant un concept qui au départ en fait dans les études urbaines, dans les études d'architecture, avait l'idée de contexte, et de passer de l'idée de contexte à l'idée d'écosystème. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'un projet immobilier il ne s'insère pas dans un contexte avec un certain nombre de ressources, il s'insère dans des écosystèmes. Et penser de cette manière-là, c'est justement ce que nous apporte en fait le biomimétisme. Et ainsi, vous comprenez que pour nous, le biomimétisme, ce n'est pas tant un répertoire de formes esthétiques, ce n'est pas tant un répertoire de solutions techniques, c'est en fait un mode de pensée différent de la notion de contexte. Et là, je vais prendre un exemple. L'idéal qu'on a je dirais, de cette notion-là, l'idéal type, c'est ce que fait par exemple aujourd'hui l'Ifremer à Toulon. L'Ifremer à Toulon, pour activer dans un milieu aquatique qui est un peu déprécié du fait de la rade de Toulon, met des cubes, des blocs de béton, alors différents types de béton, etc., pour étudier si ça maximise ou pas la quantité de poissons. Après, justement, l'étude va montrer, je crois que l'étude est en cours, je ne sais pas si elle est finalisée, va montrer si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et à la limite, pour moi, là, peu importe, car je fais plus une analogie, une comparaison qu'une stricte transposition. L'idée, elle serait celle-là. C'est peut-être que la construction, le projet urbain, le projet immobilier pourrait avoir un impact
comme celui-là d'activateur des systèmes vivants. Et pour ça, pour revenir à votre question, Alain, on a besoin d'outils de réflexion, d'outils de mesure qui doivent être extrêmement développés, en fait, bien plus développés. Par exemple, Olivier Lemoine d'Elan, j'ai commencé à travailler avec Elan sur un sujet comme ça. J'ai vu qu'Elan avait travaillé avec Béchu Architecte sur justement commencer à mesurer l'avant et l'après et essayer de montrer que le projet n'est pas forcément une ponction, mais peut-être un activateur. Donc alors, Clément, pardon, je voudrais rebondir une seconde là-dessus. Effectivement, le besoin, la nécessité d'évaluer en amont, d'avoir une approche plus écosystémique qu'uniquement l'analyse d'un contexte, peut-être très en termes de logistique urbaine, donc dépasser cette dimension-là. Comment, et peut-être que c'est déjà le cas, ça peut se traduire en valeur ajoutée supplémentaires issus de ces critères autour de la biodiversité. C'est-à-dire, est-ce que des projets immobiliers régénérateurs, recréateurs de biodiversité vont avoir demain plus de valeur, et plus de valeur y compris commerciale, marchande, que des projets qui ne se soucient pas? On parle du droit à l'environnement, on parle de ces bilans environnementaux. Est-ce que ça rentre et ça commence à rentrer dans vos métiers? Alors, il y a deux manières de répondre à votre question. Une manière urgente et une manière pas urgente. La manière urgente, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand on dépose un PC qui est conforme au PLU, il est systématiquement refusé parce que trop dense, parce que justement, il est vécu uniquement sur le mode de la ponction et du poids. Si on arrive à montrer que, en fait, certains types de projets ne sont pas cette ponction, ne sont pas ce poids, mais au contraire sont activateurs, c'est toute l'acceptabilité, aussi bien civique, auprès des populations, auprès des nations, mais aussi l'acceptabilité administrative qui est en jeu. Et pour nous, c'est devenu un enjeu fondamental économique. Aujourd'hui, poursuivre notre intérêt matériel de promoteur suppose de trouver des nouvelles manières de rendre acceptable le projet immobilier et urbain. Et ça doit passer par une prise en compte de ces éléments, de l'impact sur le vivant non humain. Donc la première réponse, ça va être sur celle-là. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde de l'immobilier, la quantité de PC diminue très fortement. Ils ne sont plus acceptés, qu'on a une baisse de l'ordre de 30 à 40% suivant les régions. Et c'est sur cet élément-là de base. La deuxième élément, on est en train de travailler dessus, c'est aujourd'hui les investisseurs, donc sur les PC logements, vous avez compris ce que je vous ai évoqué, sur les investissements plutôt sur les bureaux, sur le tertiaire, on a désormais des investisseurs qui sont des investissements ISR, un impact socialement responsable. Ces éléments-là vont rentrer dedans. Et c'est pour ça que cet enjeu du biomimétisme, je le répète, pour moi, ce n'est pas tellement un répertoire de formes, pas tellement un répertoire de solutions techniques, c'est vraiment une nouvelle manière de penser l'impact du projet sur son, non pas contexte, mais écosystème. Merci beaucoup Clément. Je crois que Sidney Rostand en plateau a une réaction et ensuite je voudrais avoir une réaction de Nicolas Vernutello et peut-être aussi d'Annette Esnofilé, s'il vous plaît. Oui, moi j'aurais tendance à dire que pour les promoteurs immobiliers, la situation elle est assez complexe parce qu'ils doivent répondre à des appels d'offres dans un temps très très court et en plus de ça avec des marges d'investissement qui ne sont pas ceux d'Airbus, qui ne sont pas ceux de L'Oréal, etc. Donc pour eux le biomimétisme c'est assez complexe. Nous la solution et l'approche qu'on a, et je reprends le terme d'outil qui était très intéressant, on s'est dit bon, de toute évidence il faut essayer en matière de biomimétisme de se placer hors appel d'offres, hors appel de projet. Il faut essayer de créer une boîte à outils qui soit une marge d'investissement qui soit acceptable pour le promoteur immobilier et on lui propose finalement des technologies biométriques sur étagère. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Je vais te donner un exemple Alain. Il y en a un qui nous a missionné sur un projet d'usine dans la métropole lyonnaise. C'était un appel d'offres, on avait 1 mois et demi pile pour répondre et avoir des caractéristiques techniques. Notre objectif à nous c'était de maximiser la chance de ce promoteur immobilier de gagner l'offre tout en répondant à notre propre valeur qui était que le fait que la technologie devait apporter une plus-value environnementale à ce projet-là. Ce qu'on a fait,
on s'est mis dans un. Là, c'est moins notre cœur de métier. On est un bureau d'études. Là, on était plus dans le cabinet de conseil, effectivement. On est allé chercher une technologie qui s'appelle EnduroShield, qui est une technologie, tu la connais bien, de déperlance, de super hydrophobie, inspirée de la feuille de lotus. On a compris qu'elle pouvait être utile sur les sheds, c'est-à-dire les grands espaces, comme on en a juste au-dessus, c'est des grands espaces vitrés de cette usine-là, pour réduire la fréquence de maintenance de ces sheds-là. Résultat des courses, on a été capable de montrer à notre client qui était promoteur immobilier, qui avait sur toute la durée du projet une économie pour le bâtiment de 16 000 € par an, ce qui est non négligeable puisque c'est un petit bâtiment, il ne faut pas imaginer un énorme bâtiment, donc c'est non négligeable. Et en plus de ça, une réduction quand même assez conséquente et marketable en tant que telle, il ne faut pas se mentir, de l'usage de produits chimiques. Donc Banco, notre client promoteur immobilier, il dit ben voilà, je suis plus durable, je suis plus intelligent et je suis plus économe. Et je pense que c'est comme ça, de façon pragmatique, en tout cas c'est comme ça que nous, par prudence, on le vit, c'est qu'on essaye de proposer des outils déployables assez rapidement, déployables pour ces promoteurs immobiliers. C'est comme ça qu'on essaye de les aider aujourd'hui. Alors, de toute façon, les solutions inspirées du vivant, elles sont toujours, comme le vivant, économes en énergie, en ressources, en matière. Elles travaillent en circuit court, etc. On connaît ces grands principes du vivant. Nicolas, je pense que tu en es une illustration parfaite en tant qu'architecte et à travers tes réalisations, j'allais dire tes œuvres. L'idée, c'est que tu travailles beaucoup là-dessus, toi et souvent en équipe pluridisciplinaire. Merci de ta présence depuis. Alors, tu es vraiment à Nianing, tu es au Sénégal ou pas? Parce que tu vas nous parler de cette magnifique église et de ce que tu y as intégré en matière d'innovation bio-inspirée. Merci Alain. Alors, je ne suis pas en Afrique. Je suis outre-Atlantique, dans les Antilles françaises, où le cabinet mène également plusieurs projets et quelques chantiers en cours. Donc voilà, un décalage horaire à l'étranger et je suis ravi d'être avec vous. Merci Alain, merci à toute l'équipe du PMI pour cette invitation. Alors pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, à mon avis, il y a un problème de temporalité. Je vais rapidement ce que disait Philippe Clergeau tout au début sur la difficulté d'appliquer une démarche biomimétique en architecture. Il pointait du doigt cette difficulté. Elle était, Nicolas Rostand, là à l'instant, proposait des solutions, une méthodologie appliquée. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est la différence de temporalité. C'est-à-dire que quand vous faites de la recherche et de l'innovation, vous êtes sur des temporalités qui sont de l'ordre de plusieurs années. Quand vous êtes sur de la conception de projet, notamment en phase esquisse, vous êtes sur quelques mois. Donc cette différence de temporalité, elle est extrêmement dure à gérer. Alors, comme le disait Nicolas, effectivement, on peut essayer de créer une sorte de boîte à outils qui permettrait d'anticiper sur des projets à venir et de pouvoir y répondre avec des solutions biomimétiques. Bon. Évidemment, c'est une première approche. La difficulté, souvent, c'est que un projet, un bâtiment a toujours une singularité. C'est jamais le même cahier des charges qu'un autre projet à tel endroit, selon tel climat, selon telle contrainte, qui sont toujours multiples et extrêmement complexes, et que apporter une solution nécessite de travailler sur une singularité et du coup renvoie à de la recherche et de l'innovation qui renvoie à une temporalité qui est plus longue. Bon, voilà, ça c'était pour intervenir sur les différents éléments qui ont déjà été évoqués. Oui. Excuse-moi Nicolas, on va revenir vers toi dans une seconde pour que tu nous présentes notamment un projet exemplaire, mais je voudrais aussi une réaction d'Annette Esnofilé parce que là aussi Soletange Bachy est un des grands acteurs dans cet écosystème du bâti et de la construction, et probablement que Annette, vous avez aussi un point de vue sur cette réintégration du vivant. Alors vous, c'est intéressant parce que vous le réintégrez d'une autre manière en matière de consolidation d'ouvrages notamment, et on verra des illustrations tout à l'heure, mais je voulais dans un premier temps que vous participiez évidemment à l'échange et que vous nous livriez
relayer votre point de vue, surtout que vos travaux actuels viennent de travaux de recherche qui datent depuis 10 ans ou 15 ans. Donc vous êtes vraiment parfaitement aussi une illustration du temps long pour construire de l'innovation d'aujourd'hui et de demain. Oui, tout à fait. Merci Alain de me donner la parole. Effectivement, je rebondis sur ce qui vient d'être dit sur la temporalité et la singularité. Les temporalités, effectivement, pour pouvoir faire de la R&D et développer un procédé, un matériau, un concept, ça prend des années. Et quand on est en phase d'appel d'offres, quand il faut proposer ce nouveau procédé, là, il y a toute une phase d'acceptation qui peut, elle aussi, être longue. Et peut-être que parfois, quand on propose la solution au niveau de l'appel d'offres, c'est peut-être déjà trop tard parce que ça va dépendre des maîtres d'ouvrage. Certains vont être plus ou moins ouverts vers de nouvelles solutions et radicalement nouvelles si on parle de biomimétisme. Donc, il y a toute une éducation à faire certainement sur le sujet, mais cette démarche-là est entamée, que ce soit dans nos métiers, nous, de travaux publics ou chez les architectes ou les bureaux d'études. Je pense que maintenant, on peut dire que la route est tracée et on va avoir de belles réalisations tous dans de beaux exemples à donner dans les années qui viennent. Mais ça prend du temps. La route est tracée parce que vous êtes en capacité aujourd'hui à faire des démonstrations, à avoir des preuves de concept, ou la route est tracée aussi parce qu'il y a une forme d'acceptation culturelle à cette idée que réintégrer le vivant dans vos métiers peut apporter aussi de la valeur ajoutée? Les deux vont de pair, il faut vraiment illustrer et démontrer pratiquement par des essais pilotes, par des démonstrateurs que c'est possible. Et que c'est durable, parce que forcément, on va aussi avoir à répondre à ces questions-là. Et vraiment, les deux vont de pair et il y aura toujours un décalage de toute façon entre la nouveauté, donc ce qu'on pourra proposer comme produit, et le moment où ce nouveau produit ou process sera accepté en réalité et deviendra un vrai matériau commercialisable et accepté. Pardon, je voudrais, avant de revenir sur Nicolas, une réaction de Philippe Clergeau. Philippe, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas forcément évident à démontrer, ce sont ces histoires de bénéfices écosystémiques. Sur ce qu'apporte la réintégration de la biodiversité en ville. Nicolas, juste après toi, va l'illustrer de manière peut-être plus démonstrative, mais est-ce que tu ressens là aussi une dynamique, ou comment est-ce que dans tes travaux, tu démontres la valeur ajoutée à grande échelle que peut apporter la réintroduction du vivant et de la biodiversité en ville? Oui, tout à fait. Je crois que c'était très bien exprimé tout de suite. Là, on a une vraie difficulté de sensibilisation qui existe toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors moi, je travaille essentiellement plutôt avec les collectivités, voire les grands élus, puisque c'est eux qu'il faut la plupart du temps convaincre. C'est effectivement les services écosystémiques qu'on va mettre en avant pour expliquer un peu les bienfaits. Alors, on va passer un peu sur le reste pour arriver directement là-dessus. Mais ça, c'est une question d'efficacité. Je me permettrais juste une réflexion un petit peu intermédiaire par rapport aux différents propos. On voit bien qu'il ne faut absolument pas séparer la stratégie des outils. Pour moi, c'est vraiment important. Je pense qu'on ne peut pas dire, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut avoir une ligne de conduite, une stratégie, les outils viendront après. Non, on n'aura pas de bonne stratégie si on n'a pas un accompagnement d'outils qui sont cohérents. Et parmi les outils qui font aujourd'hui, c'est mon point de vue, mais on en débat un petit peu là tous, qui font un peu justement ce relais entre cette science, cette recherche d'innovation qui est parfois longue, et puis le projet lui-même, architectural, urbaniste, etc. Il y a toute la phase de diagnostic qui sont des études qui permettent l'émergence, qui permettent la prise en compte, qui permettent de se retourner sur des benchmarks, etc. Et je trouve que ce qui manque aujourd'hui de façon très forte, et ça c'est valable aussi bien pour les paysagistes, les architectes, les urbanistes, c'est une qualité du diagnostic.
On parlera des suivis peut-être après des rendus, je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense que c'est ça aussi qui fait un petit peu cette prise en compte de tous les éléments que très bien illustré Olivier, voilà, qui constituent aussi le fond de cette boîte d'outils là. Mais entre les deux, il y a des outils qui existent aujourd'hui. Merci Philippe. Oui, des outils de mesure. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va enchaîner avec 4 illustrations très concrètes. Et on va commencer avec toi, Nicolas, si tu veux bien. Ensuite, Anna Tesnofilet, et puis une illustration par Bioxégie et Waevera. Et on rebouclera pour revenir à d'autres échelles tous ensemble. Alors, Nicolas, on a voulu que tu nous reparles de cette... application, là aussi issue de longues années de recherche sur un cas très concret. Là, pour le coup, tu es aux Antilles, mais tu vas nous parler de l'Afrique, et nous, on t'écoute en France, autour de cette belle église de Nianing qui vient encore une fois d'être primée, je crois. Merci Alain. Alors peut-être une présentation générale en quelques mots. Donc Nicolas Vernutello, je suis architecte DPLG. J'ai également suivi une formation de botaniste au muséum. Je suis gérant du cabinet In Situ Architecture, qui est composé de 2 associés, Jérôme Lanissi et moi-même. Alors, au sein du cabinet, on travaille sur différents projets, différentes échelles, dans différents pays. J'ai presque envie de dire que finalement, notre spécialité, ce sont un peu les moutons à 5 pattes. Et notre particularité, avec cette sensibilité pour le vivant, cette prise de conscience, ce souci de travailler sur les questions écologiques, sur cet enjeu de société qu'est l'écologie aujourd'hui, nous avons créé un partenariat avec un laboratoire du CNRS, de l'École normale supérieure de Lyon, qui s'appelle le laboratoire RDP, Reproduction et Développement des plantes, qui, lui, travaille sur la phyllotaxie, c'est-à-dire l'architecture des plantes. Donc, partenariat entre architectes et biologistes. Nous, on travaille sur l'architecture des bâtiments et vous le comprenez, on s'est très vite posé la question comment l'architecture d'une plante, étant entendu qu'un modèle de plante est un modèle vertueux sur le plan écologique, comment ce modèle vertueux pouvait permettre de diminuer l'empreinte écologique d'un bâtiment qui, lui, de façon globale, est un modèle qui est assez toxique. Comme le disait Clément, les bâtiments ponctionnent les ressources sur l'environnement. Donc, comment faire évoluer le bâtiment et comment s'inspirer du coup des plantes pour arriver à le rendre vertueux. Donc ça, c'est notre particularité. J'ai déjà parlé de la problématique des temps entre recherche, innovation et projet. Et je vous propose une première application. C'est un bâtiment qu'on a livré l'année dernière, au printemps dernier, qui est un bâtiment qui se situe au sud de Dakar. C'était la commande d'une église. Et autour de du site, le site se situe à Nianing, sur la côte aux coquillages, donc on est à proximité de l'océan, on retrouve ces grandes termitières que tout le monde connaît, j'ai envie de dire culturellement, ces espèces de grands édifices en terre qui peuvent atteindre 1-2 mètres, un peu plus même. Il y a un architecte à qui je rends hommage, puisque ce travail s'inscrit au niveau du modèle biologique et sa transposition vers l'architecture, s'inscrit dans la continuité d'une analyse qui a déjà été faite par un confrère, je dirais Mike Pierce, qui est un architecte d'un certain âge, et qui a étudié ce système il y a déjà plus d'une vingtaine d'années au Zimbabwe, pour rafraîchir naturellement un bâtiment. Alors, comme vous le voyez sur cette image à gauche, la termitière a une verticalité. Et on le voit sur le schéma au milieu, il y a un principe d'aspiration de l'air frais par un effet de conduite cheminée pour chasser l'air chaud en partie supérieure. Bon, c'est quelque chose qui en physique est assez bien étudié, qu'on connaît, c'est le principe de la convection naturelle. Et la verticalité permet
de travailler sur de la ventilation passive dans un bâtiment. Alors, nous, on avait cette opportunité de travailler sur une église, vous la voyez à droite. L'église, évidemment, a un clocher. Bon, alors le clocher, quelquefois, dans les typologies d'église, peut être séparé. Hein. Le campanile peut être séparé comme le campanile de Saint-Marc à Venise. Ou il peut être, dans la plupart des églises gothiques, le clocher est bouché, il est fermé. Bon, on a utilisé le clocher comme cheminée de ventilation de façon à rafraîchir naturellement l'édifice. On le voit sur les coupes au milieu, avec un principe, donc je parlais de la convection naturelle, avec un principe diurne et nocturne, où globalement, sachant je le disais au début, on a la masse de l'océan qui est à côté, on va pouvoir capter les alizés de fin de journée pour qu'ils rentrent dans l'édifice et qu'ils puissent être aspirés et créer une ventilation naturelle. En début de soirée, l'édifice s'est chargé, j'ai envie de dire thermiquement, par la masse du soleil de la journée, et on va avoir un retournement du système, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va aller chercher les vents frais en hauteur. C'est un peu le principe en Iran de ce qu'on appelle les tours de vent, où on vient canaliser des vents en hauteur qui sont aspirés naturellement à l'intérieur de l'édifice pour chercher l'air chaud, par le principe, une fois de plus, de la convection naturelle. Voilà, donc un double phénomène pour refroidir, pour rafraîchir naturellement cet édifice en permanence, donc inspiré de la thermitière. On voit ici quelques images avec au milieu l'intérieur de ce clocher. On voit les ouvertures en haut, et quand on est à l'intérieur de l'édifice, ce travail sur ce clocher, cette ventilation, s'enroule en spirale. Bon, ça a été évoqué, un projet, c'est toujours plusieurs paramètres. Donc, le biomimétisme, la bioinspiration est un des paramètres de genèse du projet. Après, il y a d'autres facteurs. Je dis ça a été évoqué parce que ça renvoie à une complexité. Construire, c'est extrêmement complexe. Et arriver à intégrer du biomimétisme dans un projet, c'est extrêmement difficile. J'ai envie de rebondir sur ce que disait précédemment Annette, et l'obligation pour moi, je pense, qu'il y ait une acculturation de la maîtrise d'ouvrage, parce qu'il faut que la maîtrise d'ouvrage donne des objectifs. Sans donner des objectifs avec une visée écologique, je ne vois pas comment on peut y arriver. Soyons francs, l'architecture, et en général, l'architecture, c'est dans les marchés, c'est du logement, c'est un produit financier. Donc, la logique de comment est-ce qu'on peut comment intégrer du biomimétisme avec une visée écologique dans un produit financier, c'est très difficile. Donc, il faut qu'il y ait, de la part de la maîtrise d'ouvrage, une volonté d'atteindre des objectifs, à mon avis, pour y arriver. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Juste une question, on va aller du côté d'Annette Esnofilé, mais est-ce que tu as déjà suffisamment de recul pour avoir justement quelques indicateurs en matière de gains énergétiques? Deuxième question, est-ce que en dehors de la beauté sublime de ton projet, cet attribut bio-inspiré a été un élément déterminant, tout simplement, pour gagner ce projet? Alors, est-ce qu'on peut faire des mesures aujourd'hui? Moi, l'élément de mesure principal, on va dire, c'est l'usager. Et l'usager, une fois que nous avons livré cet édifice et que donc il était pratiqué, on a eu un retour en nous disant c'est formidable, comment ça se fait que cet édifice est aussi frais? Bon. Donc ça nous a évidemment extrêmement fait plaisir. Le deuxième point, c'est que ce travail, il a pratiquement été fait en souterrain. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un élément sur lequel on a communiqué, sur lequel on a pu échanger, ni avec le maître d'ouvrage, ni avec l'entreprise. Je remercie d'ailleurs, c'est l'entreprise EFH qui a réalisé l'édifice. Et on n'a pas pu avoir des interlocuteurs pour travailler sur ces phénomènes d'aspiration, arriver à quantifier les flux, etc. Donc, on a fait tout ce travail en souterrain. On a obtenu des résultats parce qu'il y a, vous avez compris, dans l'effet de cheminée, il y a un certain bon sens.
facilement y arriver. Et au niveau de la conception, comme il y avait ce clocher, c'était légitime de pouvoir le faire. Donc, je pense que ça serait beaucoup plus difficile de travailler sur de la ventilation naturelle dans des logements, parce que cette verticalité, elle va être extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Et donc, elle aura un coût associé, etc., qu'il va falloir justifier et sur lequel il y aura plus de difficultés. Mais dans le cas de ce projet, il y a eu une certaine fluidité, une certaine facilité. Alors peut-être un dernier mot, j'avais préparé une dernière slide pour dire que, au-delà, puisqu'on parlait d'application de projets, là on se situe en Afrique, je ne voudrais pas qu'on se dise oui, le biomimétisme, c'est bien dans les pays étrangers où on a des climats différents. Non, l'architecture biomimétique se décline à différentes échelles dans différents pays. Nous, on travaille grosso modo sur cinq axes de recherche. Voilà, alors on a fait un espèce de petit pêle-mêle de projets sur lesquels on a réalisé ou qui sont en cours. Vous le voyez en haut à gauche, première maison, on l'a appelée la maison Spirale, qui a été réalisée à Malakoff. Vous voyez, on est en Île-de-France avec la question de la captation de l'énergie passive du soleil, puisque nous, nos principaux mots-clés et sujets de recherche, c'est énergie passive, donc utiliser le soleil pour l'énergie passive, la ventilation passive, on vient d'avoir un exemple illustré, les structures à économie de matière, les enveloppes thermopassives et les matériaux biocyclés. Vous voyez, donc une gamme très large de recherche et d'échelles très différentes. Et donc, comme je le disais, sous nos latitudes, en Île-de-France, la question de la capture de l'énergie passive, là je reviens à la question de l'interdisciplinarité avec les modèles biologiques via la phyllotaxie, de la même façon qu'une plante s'organise pour aller chercher la lumière, on se pose la question de savoir comment on peut modéliser, comment on peut formaliser un bâtiment pour qu'il puisse, dans sa géométrie, venir capter un maximum de lumière naturelle. On utilise pour ce faire des outils type algorithme phyllotaxique qu'on a mis au point. C'est pour ça que je vous disais, il y a un temps de recherche. Un projet comme ça, l'algorithme phyllotaxique, c'est 3 années de recherche. Et encore, on est toujours sur un programme de recherche qui est en cours. Et ensuite, comme je le présentais, et j'ai l'impression qu'Alain, tu reprends le direct, peut-être que je commence à être trop long. Non, c'est parce que je voudrais… Si tu veux, j'arrête. Non, mais merci beaucoup, Nicolas. On sait que tu travailles beaucoup le sujet, qu'il y a beaucoup d'applications. Et justement, pour illustrer une autre forme d'application, on voudrait se tourner du côté de Soletange-Bachy, Annette Esnofilé, parce que ça va être une autre illustration d'une approche peut-être assez étonnante du biomimétisme appliqué à vos métiers, chère Annette. Donc merci de nous rappeler assez rapidement vos activités et puis surtout de nous illustrer concrètement en quoi le vivant vous a inspiré, mais vous aide aussi dans la réalisation de vos ouvrages. Merci beaucoup. Oui, merci Alain. Donc j'ai une série de diapos pour illustrer un peu ma présentation. En tout cas, ce que j'avais l'intention de faire, c'était justement vous montrer comment le monde des travaux publics dont nous sommes issus en fait est arrivé au biomimétisme. Voilà comment ça s'est fait au fil de l'histoire. Je vais faire un petit peu d'historique en fait. Et puis je vous présenterai donc à travers un exemple d'un procédé que nous avons développé là, ces dernières années et qui est maintenant à l'échelle industrielle. Je vous donnerai cet exemple de procédé de bioconsolidation par voie biologique et en insistant encore sur tout un tas de notions dont on a déjà entendu parler à travers les différents présentateurs et interlocuteurs sur tout le besoin de pluridisciplinarité, le temps long, l'éducation, enfin tout ça, ce sont des critères qui sont communs à notre expérience. Et donc on peut passer à la diapo suivante en fait, parce que donc Soletange-Bachy, c'est une entreprise
de travaux publics, qui est spécialisé donc dans le domaine des travaux de renforcement de sol pour des applications diverses et variées. Et je vais moi aborder le thème là sous le prisme de la géotechnique, qui est une science donc qui permet qui est notre base de travail en fait, sur laquelle nous basons toute notre approche technique pour mettre au point et dimensionner nos procédés et nos interventions. Donc, on va travailler soit directement sur le sol lui-même, qui va recueillir donc un nouvel ouvrage, ou sur des interactions sol-structure, et dans le but d'améliorer les propriétés mécaniques du sol ou les propriétés d'étanchéité. La diapo suivante. Donc, d'un point de vue scientifique, la géotechnique fait partie des géosciences et qui vont elles-mêmes s'appuyer sur des connaissances qui sont par essence pluridisciplinaires et qui se sont en fait enrichies au cours du temps. Et si on remonte donc à l'origine, je dirais, de ces connaissances géotechniques, eh bien, donc c'était avant-guerre, en fait, dans les années 20, les années 30. Eh bien, on parlait de géologie, d'hydrogéologie, de mécanique des roches, mécanique des sols, rhéologie des matériaux, en rhéologie au sens large. Et ça, c'était vraiment le socle chez les praticiens à partir des années 30, puisque notre métier est apparu à peu près dans ces années-là. Alors ensuite, on a introduit des notions de chimie et de biochimie. C'est là qu'on a vu apparaître les disciplines de géochimie et de biogéochimie, qui là nous ont aidés à comprendre et à appréhender certainement des phénomènes plus complexes qu'on n'aurait pas su interpréter uniquement avec, par exemple, que la géologie du sol. Et notamment en hydrogéologie, ça nous a permis de travailler et d'améliorer beaucoup nos connaissances dans ce domaine-là et de gérer tous les problèmes de colmatage de puits, de phénomènes d'écoulement des eaux qui pouvaient être fortement modifiés justement en raison de phénomènes biologiques que l'on pouvait rencontrer en souterrain. Et puis, quelques années plus tard, en fait, ces notions-là ont servi en fait à bâtir toutes les sciences de l'environnement et de la dépollution des sols et des nappes. Et ça, on est arrivé dans les années, là on arrive dans les années 90 où des sols et des nappes. Pardon Annette, je crois qu'on peut revenir vers vous. À tout de suite. Oui. Ah, c'était coupé. Quand on a donc si je continue dans cette historique, et là on arrive dans des années beaucoup plus proches de nous, où on a introduit d'autres sciences en fait dans nos pratiques. Je parle bien de l'expérience des praticiens de la géotechnique, des entreprises spécialisées dans ces domaines, où là on a commencé à travailler avec des biologistes, des microbiologistes, et je dirais que c'est là qu'on a commencé à avoir ces notions de biomimétisme et de bio-inspiration, avec des nouvelles approches donc au niveau conception et design, et puis les biomatériaux. Et je pense que c'est à ce moment-là je pense qu'on peut parler d'une mini-révolution en quelque sorte, parce que ce qui est certainement comparable à celle qui a eu lieu dans les années 70-80, quand on a commencé à parler de géochimie et de biogéochimie, et bien là, c'est cette mini-révolution, j'utilise le terme en toute confiance,
que voilà, on arrive vers ces approches de biomimétisme et de matériaux bio-inspirés. Donc voilà un petit peu de façon très résumée d'où l'on vient et comment ces notions-là sont arrivées dans le domaine du sol et du sous-sol. Et je vais vous illustrer en fait maintenant un exemple de biomatériaux. L'entreprise s'est beaucoup investie dans le développement d'un nouveau procédé de consolidation de sol par voie biologique. Et si on peut passer à l'autre diapositive. Donc, je voudrais juste revenir sur le fait que notre métier, donc, c'est de renforcer des sols, le plus souvent de façon mécanique. Donc, pour cela, on le fait en utilisant des matériaux cimentaires ou des liants hydrauliques. Et en fait, c'est en observant certains phénomènes naturels que l'on peut rencontrer dans la nature et qui conduisent à la formation de concrétions calcaires très, très résistantes mécaniquement. Eh bien, que des chercheurs australiens se sont dit finalement, si on pouvait transposer ce procédé-là dans le domaine des traitements de sol, si on savait reproduire le phénomène à l'échelle industrielle, eh bien, cela pourrait certainement être un débouché intéressant aussi dans le domaine du renforcement des sols. Donc, dans les années 2000, il y a plusieurs équipes de recherche académiques, universitaires qui se sont penchées sur le sujet. Et l'entreprise est rentrée en contact dans les années, à peu près en 2000, au début des années 2000, avec des équipes justement de recherche australiennes. Et on a commencé à travailler sur le sujet à ce moment-là. Donc depuis, il y a énormément d'autres équipes donc qui travaillent sur des sujets apparentés. Et si on fait un point un peu sur la bibliographie actuelle, on se rend compte que voilà, c'est un sujet qui est vraiment couvert par énormément d'instituts de recherche dans le monde entier, et que ça va forcément amener une autre façon de travailler dans les années qui viennent. En tout cas, Soletanche Bachi, si on peut passer à l'autre diapo. Ah, pardon. Donc, on a... Non, pardon, parce que je voulais rester une seconde là-dessus. Vous êtes là oui. sur une approche, effectivement, vous l'avez dit, révolutionnaire. Est-ce qu'on est en train de parler d'auto-réparation, de renforcement d'ouvrages? Est-ce que ça permet finalement d'avoir une durée de vie plus longue? Est-ce que ça permet de réduire les coûts de maintenance? Est-ce que ce sont des exemples de bénéfices opérationnels? Alors, ce sont quelques exemples, oui, de bénéfices opérationnels. Alors, nous n'avons pas travaillé sur l'ensemble des aspects que vous venez de citer, Alain, parce que voilà, on a ciblé sur le renforcement des sols. Nous ne nous sommes pas investis au niveau industriel, j'entends, sur tout ce qui concerne l'auto-réparation, les matériaux auto-réparateurs. Là, on est resté uniquement en phase de laboratoire pour l'instant. Donc là, je ne cite que l'exemple que nous avons, que le procédé en fait que nous avons mené jusqu'au stade industriel. Mais il existe encore tout un tas de sujets en cours de recherche qui sont plus ou moins avancés, alors chez nous ou dans d'autres institutions maintenant, et qui peuvent aller effectivement jusqu'aux matériaux autoréparateurs. Certaines sociétés et laboratoires de recherche travaillent aussi sur des problèmes d'étanchéité pour résoudre voilà, pour rendre les matériaux imperméables en fait après traitement. Nous, encore une fois, ce n'est pas l'orientation que nous avons prise, mais on peut. Le sujet est très très vaste et je dirais que voilà, on n'est qu'au tout début des recherches et des applications possibles en exploitant justement des phénomènes naturels biologiques. Tout à fait. Mais là, on va intervenir en fait après sur des notions de revenir sur les notions de temps de recherche que je vais illustrer peut-être un petit peu plus tard. Si on peut passer à la diapositive. Attendez, Annette, parce suivante. que oui. on va voir une photo de chantier, mais j'ai une question pour vous de la part des auditeurs. Est-il possible d'avoir des exemples de systèmes
ou est-ce qu'on rentre là-dedans, hein, de systèmes auto-adaptatifs face au changement climatique dans les bâtiments. Est-ce que ça permet d'avoir des structures, allez, je sais pas, on va pas dire vivantes, mais qui soient capables de résister ou de s'adapter face à des enjeux liés au changement climatique, peut-être on a le sentiment que dans votre approche, on a des structures qui sont moins figées. Alors, pour tout ce qui concerne des adaptations au niveau bâtiment, là, je pense que si on travaillait avec Nicolas, peut-être on pourrait imaginer tout un tas d'applications possibles et certainement trouver des solutions très, très intéressantes dans le domaine. Pour l'instant, au niveau des applications de nos procédés au changement climatique, en fait, je dirais que on s'est plutôt attaché à voir quel type de problème était engendré par les changements climatiques, par exemple sur des stabilités de digues. Voilà, c'est le premier exemple qui va me venir à l'esprit. Et pour la stabilité, pour améliorer la stabilité des digues, c'est un procédé qui peut être effectivement adapté dans la mesure où, en plus, on va apporter un renforcement sans modifier la perméabilité du terrain traité. Je dirais qu'il y a, voilà, il faut bien, il faut rester quand même assez pragmatique dans l'approche et c'est très très important de ne pas s'éloigner non plus des sciences fondamentales. On peut pas, on ne va pas faire non plus comment dirais-je, de magie en quelque sorte. On ne va pas inventer des matériaux révolutionnaires. Voilà. Mais on va certainement pouvoir apporter des nouvelles briques justement qui mises bout à bout et adaptées avec une conception justement plus originale. Certainement qu'on peut avoir un effet synergique là entre un nouveau design et des matériaux bio-inspirés. Oui, ça, j'en suis convaincue. Merci beaucoup, Annette. On va voir une dernière image parce que je crois que c'est une image de chantier. Et ensuite, on va revenir en ville avec Sidney Rostand et Bioxégie pour parler de transport. Voilà, ça, ce sont des chantiers qui sont lancés. Ça, ce sont des exemples. C'était des exemples en fait un peu l'historique du changement d'échelle qui s'était opéré depuis le début de nos recherches jusqu'il y a quelques années. Et voilà, à l'échelle du laboratoire, c'était en 2005. Et là, maintenant, si on peut passer à la dernière diapo, même en 2020, donc c'est un procédé qui est industriel. Nous répondons à des appels d'offres avec ce nouveau procédé pour les opérations en renforcement de sol. Et puis, je dirais que les maîtres d'ouvrage et les bureaux d'études ont énormément d'imagination, commencent à nous solliciter aussi beaucoup et c'est avec les maîtres d'ouvrage et les bureaux d'études que nous allons imaginer aussi d'autres applications. On est en train de lancer aussi une application dans le domaine de la restauration des monuments historiques ou des bâtiments anciens avec des calcifications en surface ou en profondeur pour faire de renforcement de pierre ce coup-ci. Donc voilà, on a vraiment, on s'adapte en fait, on peut s'adapter et c'est aussi la souplesse de cette approche-là. On peut s'adapter à tout un tas de demandes. Merci beaucoup et je note ce dernier point qui est à la fois intéressant et encourageant, c'est-à-dire que révéler votre solution donne des idées à d'autres qui viennent vous solliciter. C'est ça que vous venez de dire. Oui, tout à fait. Et certainement avec des applications auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Absolument. Ça, c'est très important. Révéler d'autres champs du possible, ça réouvre des portes. Je me souviens de Prophétie l'année dernière, le capteur inspiré de la rétine humaine, qui nous disait être très surpris de tout un tas d'idées d'applications auxquelles eux-mêmes n'avaient pas pensé. Donc ça, c'est formidable. On revient vers vous un peu plus tard, Annette. Merci beaucoup pour cette belle illustration. Pardon ? Non.
Merci, simplement. Non, bien sûr. Mais restez avec nous. Mais je voudrais une autre illustration par Sidney Rostand, Bioxégie, sur une innovation bio-inspirée qui touche, je crois, à nos modes de transport urbains. C'est ça, on peut en parler maintenant, c'est la première fois qu'on peut en parler, mais le groupe RATP, c'est un de nos plus grands clients, un client historique. La ville, c'est effectivement un ensemble d'éléments très différents qui circulent, donc nous, ça a été une évidence d'aller se tourner vers eux, et c'est là où Philippe a raison, il faut d'abord diagnostiquer. Ils sont où les problèmes et où est-ce qu'on peut faire du biomimétisme. Ce sur quoi on a travaillé, c'est la qualité de l'air dans les espaces souterrains, c'est-à-dire la qualité de l'air, en fait, dans les stations de métro, etc. On sait que c'est un problème de santé publique qui est assez important. Vous avez des particules en fait qui sont libérées par l'activité ferroviaire, tout simplement par le freinage et les roues qui viennent frotter contre les rails. Alors il y a deux façons d'y répondre. La première façon, c'est prévenir. On travaille sur le frein. Alors ça, c'est pas le job de Bioxégie, c'est le job de Wabtec, qui est un équipementier ferroviaire qui s'est associé avec la RATP. Nous, on a préféré travailler sur le fait de guérir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réduit la concentration en particules fines dans les stations de métro. Bien, figurez-vous que là où le biomimétisme est assez magique, moi j'aime bien le mot de magie pour le biomimétisme, il est quand même assez légitime, c'est qu'on est allé chercher en fait la capacité de la nature à travailler sur les débits, travailler sur la mécaflux tout simplement. La nature est spécialiste. Donc quand vous avez un réseau souterrain, qu'est-ce que fait la RATP? Elle a des ventilateurs, c'est des grosses infrastructures, il y en a à peu près 500 dans la ville de Paris, qui viennent renouveler l'air intérieur. C'est assez logique, ça charrie et ça évacue les particules fines. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour améliorer cette capacité de renouvellement de l'air tout en réduisant la consommation de ces ventilateurs, qui est assez importante puisque c'est des très grosses infrastructures, et en essayant aussi d'apporter des améliorations technologiques, en fait, une meilleure maintenance, une meilleure durée de vie. Là, c'est un projet industriel sur lequel Bioxégie est allé s'inspirer d'un exemple qui est très connu en matière de biomimétisme. C'est les nageoires des fameuses baleines à bosse. Tu connais très bien l'exemple, Alain. Les baleines à bosse, sur leurs nageoires, ont des tubercules. Il faut imaginer des protubérances qui ont une capacité hydrodynamique qui en fait vient conférer une meilleure agilité à la baleine à bosse, tout simplement pour chasser du hareng, du saumon, etc. Eh bien, transposé dans le domaine aérien, à des pales de ventilateurs, ça permet de réduire en fait la consommation, tout simplement parce que vous avez une meilleure portance, mais ça vient aussi optimiser le point de fonctionnement d'un ventilateur. Vous imaginez que ces ventilateurs, ils sont dans des espèces de cheminées et le flux d'air n'est pas constant, il y a beaucoup de turbulences. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est exactement ce que fait la baleine à bosse, c'est qu'elle sait s'adapter aux turbulences quand elle fait des virages serrés pour chasser. Et donc, cet exemple-là est très connu en matière de biomimétisme pour des éoliennes. Bioxégie a travaillé et travaille en ce moment dessus. C'est un très lourd programme. C'est plus de 12 mois de travaux qui sont engagés pour les mettre sur des appendices. Donc, notre job, c'est pas de changer les ventilateurs, puisque c'est des ventilateurs qui coûtent des millions d'euros. Ça serait au-delà de la portée financière de la RATP. Mais en fait, c'est d'aller créer des appendices. C'est-à-dire qu'on va créer des tubercules qui viennent se fixer sur les ventilateurs déjà existants. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans les premières estimations qu'on fait, c'est une amélioration significative du débit. Alors ça, c'est des données pour l'instant qui sont confidentielles, sur lesquelles on n'a pas le droit de travailler, mais elles sont assez significatives justement pour, de façon assez considérable, réduire la concentration en particules fines. Et ce dont on s'est rendu compte, et ça c'est la petite magie aussi qui est intéressante, c'est que ça réduisait aussi les nuisances acoustiques. C'est intéressant pour le voisinage immédiat en fait de ces grands ventilateurs. Donc voilà un des exemples, je pense, qui est assez magique de ce qu'on peut faire avec le biomimétisme quand on travaille de façon très ciblée sur de l'infrastructure. On espère qu'il y en aura d'autres. La RATP nous a missionné sur d'autres choses. Là, on ne pourra pas en parler, mais peut-être à une prochaine édition. Avec plaisir. Vous savez que la baleine à bosse, qui est quand même une grosse bête, est capable de faire des virages extrêmement serrés, et c'est sa technique de chasse. En fait, elle fait pas vraiment des virages, elle fait des cercles concentriques, et elle remonte comme ça à la surface avec des cercles de plus en plus serrés, et elle crée une forme de nuages, de bulles d'air qui vont perturber les poissons, qui vont être pris comme dans un espèce de filet de bulles d'air. Et à la fin, en ayant resserré les virages, elle n'a plus qu'à ouvrir la gueule et prendre son repas. C'est quand même pas mal. Éric Guillemin, je crois que les histoires de ventilateurs, tu connais. Donc, merci pour cette illustration à travers Way Vera, pour nous parler d'une autre façon de brasser
non pas de l'air, mais des fluides et de l'eau dans tous les bâtiments qui composent nos villes en étant bio-inspirés de la force de l'ondulation marine. Merci Alain. Disons qu'à l'origine du projet Wevera, il y a l'observation et l'étude du déplacement du dauphin dans l'eau. Le dauphin se déplace grâce à son mouvement ondulatoire qui lui donne une efficacité et un rendement hydraulique exceptionnel. Nous avons tout simplement imité et reproduit ce mouvement ondulatoire sur notre membrane de pompe. D'où l'appellation de pompe à membrane ondulante Wevera. Contrairement aux pompes qui existent depuis des années aujourd'hui, qui sont principalement des pompes centrifuges, qui ont une turbine rotative. Donc la différence, c'est que cette turbine existe depuis plus de 300 ans, Denis Papin, et nous, on arrive avec notre membrane ondulante. Donc les avantages de cette membrane ondulante sont importants, mais on va dire les plus importants, c'est sa réactivité. La membrane réagit en 12 millièmes de seconde. Ça veut dire qu'en 12 millièmes de seconde, vous avez le débit et la pression souhaités, ce qui est exceptionnel. Ensuite, la membrane est auto-amorçante à sec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la membrane est capable d'évacuer l'air qui se trouve dans la pompe et dans les tuyaux pour ensuite propulser le fluide. Les pompes centrifuges sont obligées d'être amorcées pour commencer à démarrer. Dès l'instant où vous avez de l'air dans une pompe centrifuge, elle cavite et elle ne démarre pas. Donc ça, c'est un avantage important. Autre avantage, c'est que évidemment la membrane est capable de transférer des fluides purs, mais elle transfère des fluides chargés, quelle que soit la taille de la particule ou des impuretés dans le liquide. Donc les particules surfent sur la membrane. Donc tout ça pour dire que cette technologie Wevera, elle est en fait plus compacte, elle est plus légère, elle a moins de pièces détachées, elle a un gain économique en énergie de 30%, donc plus facile à entretenir et évidemment moins cher à fabriquer. Qu'est-ce qu'on peut gérer comme débit en volume avec une pompe comme ça? Alors, les applications sont nombreuses. On va dire qu'on a dans le domaine médical une petite pompe d'assistance cardiaque. C'est-à-dire c'est une petite pompe qui a la taille d'une balle de golf et qui est implantée dans le ventricule gauche du corps humain pour tous les patients qui ont des problèmes de circulation. C'est ce qui s'appelle CoreWave. CoreWave, voilà, donc CoreWave, nous sommes actionnaires historiques de CoreWave qui utilise notre technologie justement pour faire cette petite pompe d'assistance cardiaque. Avec un brassage moins agressif. Alors, les deux avantages, pourquoi CoreWave nous a choisi pour cette technologie de membrane ondulante, c'est qu'il y avait deux atouts essentiels par rapport à tout ce qui existe de pompes d'assistance cardiaque avec turbine. C'est déjà la réactivité. C'est-à-dire que la membrane est capable de suivre le cœur, les rythmes du cœur. C'est-à-dire que le patient dort, il se lève, il fait un exercice et il monte les marches. Et bien en 12 millièmes de seconde, la pompe donne le flux sanguin nécessaire pour l'exercice et ainsi de suite. Et autre avantage, c'est que dans le sang, les globules rouges sont hypersensibles aux forces de cisaillement. Donc, la membrane est beaucoup moins... Il y a 40 fois moins de force de cisaillement par rapport à la turbine. Donc, en fait, ces deux atouts font qu'il y a vraiment deux ruptures technologiques pour cette petite pompe d'assistance cardiaque. C'est très beau. Je ne sais pas si Annette Esnofilé, du côté de Soletange-Bachy, si vous connaissiez l'existence de ces membranes ondulantes et si on peut imaginer avoir des membranes Wevera au cœur des bâtiments, pour faire une petite blague. Ah, on a perdu le contact. En fait, pour répondre à votre question, là, pour CoreWave, on parle d'une membrane de la taille on va dire, d'une pièce de 2 €.
Mais on peut avoir des membranes de cette taille ou on peut avoir des membranes de 40 cm. Donc si demain, on a des applications dans l'automobile pour refroidir des parties du moteur, mais on a aussi des applications dans le traitement de l'eau et le traitement des déchets, où là, les débits sont des mètres cubes. Et donc, en fait, le débit et la pression dépendent de la taille de la membrane. Incroyable. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces éléments explicatifs et merci pour ce tour d'horizon. Je crois que est-ce que nos amis en duplex sont encore là? Ah ben vous êtes là, Annette, formidable. Est-ce que vous connaissiez ces membranes ondulantes? Je ne les connaissais pas et j'en ai pris connaissance avec grand intérêt. Ce que je constate en fait, c'est que donc on parle de biomimétisme, mais on parle aussi surtout de haute technologie et là qui s'appuie sur des connaissances vraiment au niveau rhéologique et mécanique des fluides très très poussées. Et je voudrais quand même souligner ça pour aussi insister sur le fait qu'on peut avoir une inspiration issue du biomimétisme, mais que pour la mener à bien, je constate qu'il faut revenir aux sciences fondamentales pour pouvoir aller jusqu'au développement technologique et pour pouvoir le mettre en œuvre. Oui, c'est très juste. Alors, je vous propose qu'on boucle avec peut-être un dernier tour des uns et des autres, parce qu'on a essayé d'être un peu multi-échelle, effectivement, avec des approches comme celle qui vient d'être évoquée, qui est une approche assez technologique, mais on a parlé de dimensions plus écosystémiques en introduction, notamment avec Philippe Clergeau. Mais voilà, repenser la façon de bâtir nos villes de demain, c'est aussi une appréhension multi-échelle, et le biomimétisme peut être, entre guillemets, à tous les étages, pour continuer dans les blagues à deux balles. Peut-être une dernière réaction d'un ou deux participants, Nicolas, et puis je vous propose que dans 2 ou 3 minutes, on boucle cette émission. Merci Nicolas. Oui, moi je voulais rebondir sur les 2 interventions précédentes et je pense qu'effectivement c'est à l'échelle des matériaux, c'est à l'échelle de la technologie que le biomimétisme va éclore dans le bâtiment, même si c'est à l'échelle des pompes ou de la soufflerie. J'enseigne en biotechnologie et je vois qu'il y a un véritable vivier d'idées et d'applications qui mènent à des innovations qui peuvent trouver des débouchés relativement rapides et qui sont bio-inspirés. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile, on l'a vu, de travailler sur la forme en général. Travailler sur l'écosystème, c'est essentiel, mais c'est aussi extrêmement difficile. Donc, je pense que cette échelle de la matière, de la technologie, va, à mon avis, être la voie à ouvrir pour l'architecture biomimétique. Et j'en termine avec 2 choses. Rappelez que InSitu Architecture fait partie est membre fondateur du BCL, Biomime City Lab. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Alain, l'église de Nyanim est visible aujourd'hui. Elle est exposée dans la cour d'Orléans du Palais Royal à Paris jusqu'au 15 décembre, puisqu'elle a été nominée au Grand Prix Afex Monde. Voilà, merci. Formidable, bravo. Et le prix du Geste d'Or aussi, je crois, il y a une dizaine de jours. Bravo, bravo. Peut-être un dernier mot, Sydney, Olivier, Philippe, si vous êtes toujours là. Et puis, on terminera en retour sur la petite vidéo illustrative de cette fameuse pompe membrane. Oui, moi je rebondis sur ce que dit Annette, je suis assez d'accord avec elle. J'encourage tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, le biomimétisme effectivement c'est magique, mais il ne saurait échapper aux règles industrielles et aux règles d'innovation traditionnelles, quel que soit le secteur, et c'est encore plus vrai dans le secteur qui est le nôtre. Il y a effectivement le besoin d'aller chercher des projets qui sont motivés par des investissements, qui ont des objectifs qui sont clairs, qui sont diagnostiqués comme le disait Philippe. Donc il y a toute la chaîne de valeur et ça, on peut vraiment pas y échapper. Et donc je suis assez d'accord avec ce que disait Annette. Il faut pas oublier la science, il faut pas oublier les outils de diagnostic, les matrices de pertinence, etc. Donc voilà, c'est un peu mon message d'encouragement. On ne peut pas que travailler avec des biologistes, il faut travailler avec des ingénieurs, etc., des architectes. Donc je pense que ça l'a montré aujourd'hui d'ailleurs sur le panel d'intervenants.
Et avec des professeurs du muséum, un dernier passage par Philippe Clergeau et ensuite on montre la petite vidéo d'Éric Guillemin. Merci Philippe. Oui, juste un dernier mot. Je crois que c'était assez clair, un petit peu toute cette ouverture, toutes ces avancées de connaissances, comment elles passent en R&D, en biotechnologie ou autre. Je pense mais juste pour rajouter une toute petite couche, c'est que ce biomimétisme qui existe quand même depuis pas mal de temps, hein, faut l'avouer, mais qui prend une ampleur assez significative dans notre façon de vivre. Dans notre ville, dans notre mobilité ou autre. Je pense aussi qu'on a un sacré challenge, c'est justement ce changement d'échelle, c'est-à-dire d'être capable d'aller vers des quartiers qui soient plus écosystémiques ou autres. Donc, et c'est là qu'on a des recherches, nous aussi, à faire avancer pour pouvoir vous offrir aussi des indicateurs, des outils, pour, même si on a un peu les stratégies aujourd'hui. Voilà, donc du coup, je crois que c'est un mélange d'échelles qui devient de plus en plus important et qui fait l'originalité un peu de la bio-inspiration d'aujourd'hui et de demain. Absolument. En matière de biomimétisme comme dans le reste, l'enjeu vraiment vital aujourd'hui, c'est le changement d'échelle, cette capacité à démultiplier. On a plein d'exemples de choses extrêmement intéressantes et vertueuses. Il faut passer de l'unité à la multitude. On termine cette émission avec quelques images de cette pompe, parce que vous avez été extrêmement nombreux à nous demander mais comment ça marche. Voici la petite illustration. Oui, donc là, vous avez la coupe et l'animation de la pompe biomimétique Wevera. Donc, en périphérie à gauche, vous avez l'entrée du liquide et en jaune, évidemment, c'est la membrane ondulante. Donc, la membrane propulse le liquide au centre de la membrane et l'expulse au débit et la pression souhaitée. Donc là, vous avez le mouvement en haut à droite de la membrane ondulante. C'est formidable. Et cette force de l'ondulation marine, c'est vrai que dans le marin, il n'y a pas d'hélice. Non. Et c'est cette force de l'ondulation marine. Je crois qu'un espadon voilier, ça va à 110 km/h dans l'eau avec cette force de l'ondulation. C'est un guépard dans l'eau. Hein, Phelps, il peut aller se rhabiller là, je crois. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette séquence. On se retrouve à 17h pile pour 30 minutes de voyage immersif en 3D. On va se connecter au 3D Experience Lab de Dassault Systèmes avec Technique de l'ingénieur. À 17h, rendez-vous ici. À 18h, on se retrouvera au Biomime After Work. Vous avez le lien sur le site éphémère ou en cliquant sur Side Events. Et je rappellerai tout à l'heure la suite du programme. Demain, on sera beaucoup sur de la recherche fondamentale et de l'application industrielle et sur la formation et l'enseignement au biomimétisme. Allez, à tout à l'heure. Désolé pour ces quelques minutes de retard. À tout à l'heure. Merci.